Dans cette vidéo, nous vous proposons une analyse basée sur le regard et les travaux du professeur Bui Ngoc Son, spécialiste des questions de politique internationale en Asie du Sud-Est. L'Iran, le prix de l'isolement. Imaginez que le monde soit un village. Dans ce village, il existe un habitant plus riche que tous les autres. Cet individu commerce avec la quasi-totalité de la population, possède le plus grand réseau d'amis et d'alliés et constitue le véritable poumon de l'économie locale. Cet habitant, ce sont les États-Unis d'Amérique. Imaginez maintenant une autre famille au sein de ce même village. Elle n'est pas la plus riche. Elle est même, par comparaison, assez démunie, pourtant, dans le marbre de ses propres lois. Il est écrit noir sur blanc. L'habitant le plus riche du village est notre ennemi numéro un. Dès lors, une question simple s'impose. Une telle famille peut-elle espérer vivre en paix et prospérer en commerçant avec le reste du village? L'histoire de la République islamique d'Iran, depuis 40 ans, suit presque exactement ce scénario. Pourtant, les annales du temps nous montrent qu'il fut un moment où le destin aurait pu basculer. En 2013, lorsque Hassan Rouhani accède à la présidence iranienne, il envoie un signal d'apaisement vers l'Occident. À l'époque, l'administration de Barack Obama répond favorablement. Les rouages des sanctions commencent, très légèrement, à se desserrer. Un exemple concret illustre cette détente. Washington autorise Téhéran à importer des pièces de rechange pour son aviation civile, afin de maintenir une flotte de plus en plus vétuste. Cela peut sembler dérisoire, mais l'impact symbolique et stratégique est immense. L'Iran se situe au cœur d'une région qui fut le berceau des civilisations antiques. Babylone, la Mésopotamie, cette terre fertile entre le Tigre et l'Euphrate. C'est ici que l'humanité a écrit ses premiers chapitres. Si l'Iran s'ouvrait totalement au monde, le flux du tourisme international serait colossal, à lui seul. Le secteur aérien pourrait générer des milliards de dollars de revenus. Mais le vent tourne. À son arrivée au pouvoir, Donald Trump qualifie l'accord nucléaire de 2015 de pire accord jamais négocié et décide d'en retirer les États-Unis d'Amérique. Les sanctions sont rétablies avec une sévérité accrue. L'économie iranienne subit alors un choc brutal. Il est crucial de comprendre que l'enjeu dépasse largement la question du pétrole. Ces sanctions agissent comme une équation stratégique que l'Iran est contraint de résoudre. S'il persiste dans la confrontation, le coût sera exorbitant. S'il change de trajectoire, il pourrait réintégrer l'économie mondiale. Le message de l'Occident est, au fond, assez limpide. Personne n'exige que l'Iran disparaisse ou renonce à sa souveraineté. La seule ligne rouge infranchissable est l'accession de Téhéran à l'arme nucléaire, au-delà de ce point de friction. La porte de la coopération économique demeure entr'ouverte, face à de tels choix stratégiques. Un exemple historique revient inlassablement, celui du Japon. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Japon devient l'unique nation de l'histoire à subir des bombardements atomiques. 2 de ses cités sont anéanties. Le pays est exsangue. Pourtant, au lieu de s'enfermer dans une logique de vengeance, le Japon choisit une voie radicalement différente. Il devient l'allié des États-Unis d'Amérique. Le Japon bénéficie alors des programmes de reconstruction, à l'instar du plan Marshall et d'autres aides économiques américaines. Le résultat est gravé dans l'histoire d'un pays dévasté. Le Japon s'est hissé au rang de superpuissance économique. Si le Japon avait choisi de traiter l'Amérique en ennemi éternel, pour laver l'affront de l'histoire, le monde n'aurait probablement jamais connu le miracle économique japonais. Revenons à l'Iran d'aujourd'hui, sous le joug des sanctions de l'Organisation des Nations Unies et de Washington. L'économie iranienne s'enfonce dans l'isolement. Les exportations sont bridées, les importations entravées. Dans ce contexte, le gouvernement de Téhéran est contraint de basculer vers une économie et là en économie de guerre. Or, lorsqu'une économie fonctionne selon une logique martiale, tout est dicté par le haut. Ce dirigisme entraîne une conséquence inévitable. Le système devient une structure de monopole et de faveur. Une minorité privilégiée, étroitement liée au cercle du pouvoir, accapare les bénéfices, tandis que la majorité de la population est privée des richesses nationales. Face à l'asphyxie des exportations et à la pénurie de devises étrangères, le gouvernement injecte massivement des liquidités pour combler le déficit budgétaire. Plus la monnaie est imprimée, plus les biens se raréfient et l'inflation s'emballe. Le prix des denrées alimentaires s'envole, le coût des produits importés explose, le pouvoir d'achat s'effondre. Finalement, c'est sur les épaules des citoyens que repose tout le poids de ce système. C'est une spirale que de nombreuses nations sous sanctions ont connue avant l'Iran. Un pays peut avoir été une puissance historique majeure, mais si son développement se détache trop longtemps du flux de l'économie mondiale, son architecture économique devient difforme et insoutenable. Dans de telles circonstances, la question n'est plus de savoir si une crise majeure va éclater. La seule véritable inconnue est de savoir quand elle se produira. Et comme nous l'avons constaté, le conflit a bel et bien éclaté ce 28 février dernier.